Fan de photo débute maintenant. Si tu es fan de photos et que tu aimerais poursuivre encore plus loin ta démarche photographique, Fan de photo, le podcast, est une émission toute désignée pour toi. Stéphane, votre animateur, s'est donné comme mission de vous partager sa passion. Que vous soyez à vos tout débuts ou encore plus expérimenté, Fan de photo est une émission que vous aimerez. Sans plus tarder, voici votre animateur, Stéphane Lafrance. Bonjour, chers auditeurs, ici Stéphane Lafrance. En ce 31 octobre, je vous présente aujourd'hui l'épisode numéro 2 de votre émission Fan de photo. Aujourd'hui, nous aurons une émission pleine de jeunesse, mais avec une grande touche de respect, puisqu'aujourd'hui, je vous amène dans un cimetière. En co-animation, aujourd'hui, je reçois M. Robert Gauthier, qui est enseignant d'univers social et qui est à la tête également d'une salle de nouvelles à l'école secondaire de la Montée située à Sherbrooke, au Québec. Bonjour, Robert. Bonjour. Nous avons également deux jeunes animatrices de secondaire 5, en la personne de Sarah Maud Jeté. Bonjour, Sarah Maud. Bonjour. Et Léonie Vallière. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à vous joindre à moi pour co-animer l'émission Fan de photo. Oui. Ouais. Très contente. Ouais. De mon côté, je sais que vos enseignants et votre direction d'école déploient beaucoup d'énergie pour rendre votre école hyper dynamique. Et c'est un peu pour faire connaître et faire reconnaître votre école secondaire que j'ai pensé vous lancer cette invitation aujourd'hui. Vous êtes toutes les deux dans la vocation hors de la scène à l'école de la Montée. Selon vous autres, les filles, à qui s'adresse votre programme? Eh bien, moi, je pense que la vocation, elle s'adresse aux gens qui veulent découvrir des nouvelles choses dans le domaine de l'art, comme le théâtre. On fait aussi du cirque, la musique, du chant, puis des courts-métrages en secondaire 4. Mais je trouve aussi que ça s'adresse un peu à tout le monde, que tu sois gêné ou vraiment ouvert à tout le monde, que tu parles tout le temps, ben c'est vraiment fait pour tout le monde parce que tu apprends à te dégêner. J'ai jamais été une fille gênée dans la vie, mais il y en a qui arrivent en secondaire 1 puis sont très gênés, puis ça les aide à se développer eux-mêmes puis à être moins gênés avec les autres. Fait que... Et là, un beau jour, vous vous retrouvez en secondaire 5 avec tout votre bagage dans la salle de nouvelles en cooption avec Robert. Robert, veux-tu me parler de cette option qui est unique à la commission scolaire de la région de Sherbrooke? Bien, la salle de nouvelles à l'école secondaire de la Montée, c'est ni plus ni moins une équipe qui produit des bulletins de nouvelles télédiffusés sur le web d'une durée de 20 minutes. Alors, on scrute l'actualité, on fait des reportages, bien sûr, sur les enjeux qui nous préoccupent localement. Et aussi, on a un volet publicité sur des valeurs sociales qu'on met de l'avant. On parle aussi du volet communautaire, donc ce qui se passe au niveau culturel, sportif. On a souvent une question Vox Pop, puis on a un invité en studio qui fait l'actualité en région. J'avoue que les arts de la scène m'auraient grandement attiré à votre âge et je trouve chanceux les jeunes qui peuvent développer leur esprit créatif tout en participant à leur réussite scolaire. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je vous propose de faire le tour des commandes principales de votre appareil photo dans notre volet académique. Dans ma lentille, nous verrons quelle est, selon moi, la première lentille à se procurer si on est sérieux dans notre pratique photographique. Cette semaine, je vous amène avec moi prendre des images d'automne dans un endroit inusité dans notre volet photoréalité. Nos bonnes adresses cette semaine? Un site d'information pour la communauté photographique francophone que l'on appelle Phototrend, ainsi qu'un rappel pour le Salon de la photo qui se déroule actuellement à Québec. Nous terminerons au microphone avec une question de Carl de Compton. Alors aujourd'hui, dans notre volet académique, on va parler des commandes extérieures que l'on a sur nos appareils photo. D'après vous autres, c'est quoi le bouton le plus important sur notre appareil photo, les filles? Ben, selon moi, c'est lui pour ouvrir l'appareil photo. Effectivement, on a un bouton on-off sur nos appareils photo qui nous permet de pouvoir activer l'appareil photo pour pouvoir accéder à toutes ces commandes intérieures et pouvoir finalement prendre une photo. Les boutons qu'on va voir, les commandes qu'on va voir aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement les commandes que vous allez retrouver sur tous les appareils photo. Quand on a des appareils photo un peu plus compacts, ces boutons-là sont cachés souvent dans les menus. On doit travailler dans le menu pour être capable d'accéder à ces commandes-là. Mais lorsqu'on a des boîtiers réflexes, qu'on est capable d'interchanger les lentilles, ces commandes-là se retrouvent habituellement à l'extérieur du boîtier. C'est bon? Oui. Quel autre bouton ou commande qu'on est capable de retrouver sur un appareil photo? Le bouton, quand tu appuies, ça prend la photo. On appelle ça le déclencheur. Le bouton déclencheur. On déclenche. Il y a deux fonctions, le bouton déclencheur. C'est quoi les fonctions qu'il y a? D'après moi, la première option, c'est qu'on on prend la photo, puis après, on peut faire la mise au point
En fait, je vais t'expliquer dans l'ordre. Lorsqu'on appuie à demi sur le déclencheur, l'appareil photo va faire deux petites choses rapidement. Il va faire une mise au point, tu viens de le mentionner, mais il va aussi faire une lecture de la lumière qui est disponible dans ton cadrage d'image. Cette lecture de lumière-là va lui permettre de pouvoir te proposer des ajustements, des paramètres d'ouverture de vitesse et de sensibilité du capteur pour pouvoir prendre une belle photo. Quand on dit une belle photo, là, dans le vocabulaire d'un photographe, on va dire une photo bien exposée. Elle n'est pas surexposée, il n'y a pas trop de lumière, puis elle n'est pas sous-exposée, il ne manque pas de lumière. Tu comprends? Puis la troisième fonction du déclencheur serait de Déclencher la photo. De prendre la photo. Voilà, extraordinaire. Robert, y a-t-il un autre bouton que tu connais sur l'appareil photo? Mais moi, je me rappelle des appareils où on jouait avec la mise au point, avec le zoom, mais c'était pas... ce que je connaissais comme ces appareils-là, c'était pas un bouton, mais c'était plus un ajustement sur la lentille. Ouais, une bague sur la lentille. Aujourd'hui, les appareils photo, là, rarement les gens vont faire une mise au point manuelle. Ils vont se fier à la mise au point automatisée de l'appareil photo parce que les appareils photo sont très bons pour faire ça. Mais il y a des circonstances où on va débarquer la mise au point automatisée pour rester en mise au point manuelle lorsqu'on va faire un ajustement précis de notre image. On veut vraiment que ce soit cet endroit-là sur notre photo qu'il soit, par exemple, la mise au point soit parfaite, mais on ne veut pas que l'appareil photo change la mise au point à chacune de nos photos pour pas qu'il reprenne le mode automatique. Fait qu'à ce moment-là, sur le barillet de la lentille, on a un petit bouton qui s'appelle Autofocus, AF ou M pour manuel. On va se mettre à ce moment-là en mode manuel. Mais si on reste sur le boîtier, parce qu'aujourd'hui, on parle des boîtiers. Peut-être que je t'inviterai, Robert, à un prochain épisode parce qu'on va parler des lentilles. Mais si on reste sur le boîtier, je pense que les commandes les plus principales que l'on retrouve, on a notre sélecteur de mode. Et le sélecteur de mode, là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Léonie? Pour choisir si tu veux prendre une photo, un portrait, un paysage ou le mode sportif. Oui, sur les boîtiers là, d'entrée de gamme que toi, que tes parents, vous pouvez posséder, quand on est photographe et plus professionnel, on n'a pas ces modes-là. Ils sont cachés, même ils sont inexistants sur nos boîtiers. Mais dans la plupart, comme l'appareil photo que tu as devant toi, ces modes-là sont disponibles. Tu peux les trouver dans le mode scène. À ce moment-là, tu peux retrouver, si tu mets en mode scène, tu peux retrouver le mode, par exemple, paysage, portrait, photo de nuit, photo de plage, etc. Tu peux t'amuser puis prendre toutes les photos que tu veux. Mais l'appareil photo n'est pas très intelligent lorsqu'il sert de ces modes-là. Selon la qualité de lumière, la quantité de lumière que tu as disponible, il va utiliser des paramètres moyens pour te faire plaisir, le plus possible. Mais il existe, par exemple, d'autres modes qui sont très, très intéressants. Je parle notamment du mode priorité ouverture, priorité vitesse, le mode manuel et le mode programme. Mais ça, ces modes-là, on va les voir plus tard. Un bouton que je me sers régulièrement, c'est la molette pour pouvoir faire mes ajustements. Hein, la première molette. On va l'appeler la molette principale. Si, par exemple, je mets en mode priorité vitesse, cette molette-là va adresser la vitesse de ma photo. Donc, c'est le temps de déclenchement. Ça peut être, par exemple, 1 125e, 1 250e, 1 millième. Puis ça, ces chiffres-là ont toujours une connotation au niveau du temps que ça va prendre pour prendre une photo à l'intérieur d'une seconde. Si, par exemple, je dis 1 125e, c'est si je prenais le temps que dure une seconde, je le divisais en 125 parties, puis je prenais une partie, c'est le temps de la photo. 1 125. C'est très rapide. Nos boîtiers vont monter jusqu'à 1 4 millième, 1 8 millième. Fait qu'imaginez, vous prenez une seconde, vous la séparez en 8000 parties, puis vous en prenez une partie, puis ça, c'est votre temps d'exposition. Prochain bouton que je me sers régulièrement, c'est le bouton d'ISO. On a souvent des boutons ISO qui sont confinés à changer l'ISO. L'ISO, c'est la sensibilité de notre capteur. À l'époque, les gens n'avaient pas d'appareil photo numérique comme ça. Ils avaient des appareils photo argentiques. On changeait la pellicule dans notre appareil photo. Puis, je me souviens que ma mère allait chercher, par exemple, un film, on appelle ça un film 800 ASA, parce qu'on voulait prendre des photos à l'intérieur, dans un aréna, par exemple, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière disponible. Donc, on allait chercher une pellicule sensible à la lumière. Mais si on voulait faire des photos à l'extérieur, on ne pouvait pas l'utiliser parce que ce film-là était trop sensible à la lumière, il y avait trop de lumière disponible à l'extérieur. Si on voulait prendre une photo à l'extérieur seulement, par exemple à la plage, on allait chercher un film 100 ou 200 ASA, fait que là, on pouvait prendre des photos qu'à l'extérieur. Mais si on entrait dans une pièce, il fallait absolument utiliser un flash pour pouvoir éclairer un peu nos sujets. Ça veut dire qu'il fallait qu'on prévoie ce qu'on allait prendre comme photo. À cette heure, on prend l'appareil et on dit « Ah,
Ouais. Mais à l'époque, c'était comme « Ah non, on peut Ouais, pas. non, c'est vrai. C'est compliqué quand même. À l'époque, on allait chercher des films de 36, 24 ou 12 poses. C'est fini après ça. Il faut changer de film. Donc, on a un bouton pour déverrouiller la baïonnette qui va me permettre de retirer la lentille, tout simplement, et pouvoir mettre une autre lentille. Donc, c'est le bouton de déverrouillage de la baïonnette. Lorsqu'on est à l'intérieur, par exemple, on est souvent, et comme vous voyez dans mon bureau ici, on est illuminé par des fluorescents. On a des fluorescents au plafond. On a peut-être un petit peu de lumière incandescente qui tombe sur vous, mais principalement, c'est une lumière qui est fluorescente, que on est baigné dans cette lumière-là. Fait que si je devais prendre une photo, immédiatement, il faudrait que je change ma balance des blancs. Fait que ma balance des blancs, j'ai un bouton dédié à la balance des blancs. Mais mettons dans un appareil un peu moins sophistiqué que celle-là, c'est-tu dans les trucs Dans les réglages? Ouais. Oui, tu vas rentrer dans ton menu, puis tu vas trouver balance des blancs. Forcément, tu vas l'avoir, ça, dans ton appareil photo. Ça sert à quoi? La balance des blancs, c'est que tu vas pouvoir dire à ton capteur, ça ici, là, c'est dans ce spectre de lumière-là que tu vas adresser chacune des couleurs. Tu sais, des fois, tu vas regarder des images, puis le blanc n'est pas tout à fait de blanc. Tu sais, ton image est un petit peu bleue, un petit peu verte. Là. C'est que ton spectre, ton registre de couleurs n'est pas au bon endroit, à cause que ta balance des blancs n'était pas tout à fait ajustée au bon endroit. On a la balance des blancs qui est automatisée, parce que l'appareil photo va déterminer lui-même la balance des blancs. Mais lorsqu'on entre à l'intérieur d'une pièce, là, avec un éclairage artificiel comme ça, la balance des blancs est pourrie. Il ne faut pas se fier à ça. Fait qu'il faut faire nous autres même la balance des blancs. Dire à l'appareil photo, « Hey, je vais prendre des photos là, dans un milieu fluorescent ou incandescent. » Ça va? Oui. Super. Puis à l'extérieur, est-ce qu'on a besoin de faire la balance des blancs? Je l'aime, ta question. Donc, la balance des blancs à l'extérieur, moi, je ne me casse pas la tête, je la laisse sur une balance des blancs automatique. Mais si je veux être vraiment précis dans ma balance des blancs, je vais la mettre, par exemple, à 5200 Kelvin. C'est représentatif de la mode balance des blancs soleil. Si tu veux aller, par exemple, dans une couche nuageuse, lorsque juste des nuages, je peux te mettre en balance des blancs nuages. Ou lorsque tu es à l'ombre, par exemple, sur un couvert d'arbres, à ce moment-là, tu vas pouvoir te mettre à l'ombre. Tu vas avoir une balance des blancs qui va s'appeler ombrage ou ombragé ou ombre, tout simplement. Fait qu'à chaque fois que tu vas prendre une photo, il ne faut pas que tu oublies, par exemple, que si tu as mis ton appareil photo dans un type de balance des blancs, il faut que tu le ramènes soit en automatique ou dans le type que tu es rendu. Sinon, tes photos vont devenir bleues ou vertes, etc. Aviez-vous déjà remarqué que sur les appareils photo, vis-à-vis le viseur, ça on appelle ça le viseur, ici lorsqu'on regarde nos images, souvent on retrouve une petite molette. Hein? Ça, c'est pour l'ajustement dioptrique. Qu'est-ce que l'ajustement dioptrique? C'est-à-dire que si moi, je ne porte pas de verre, puis je commence à avoir un petit problème de vue. Il faudrait que j'aille voir l'optométriste pour avoir une prescription, mais je ne m'en occupe pas tout de suite. À ce moment-là, si je veux être un peu précis dans mon ajustement, au niveau du viseur, je vais pouvoir ajuster mon viseur avec la vision que j'ai, avec la petite faiblesse, là, mon petit ajustement dioptrique ici, il va pouvoir me permettre d'ajuster mon appareil selon ma vue à moi. Mais aussitôt que je passe mon appareil photo à quelqu'un d'autre, c'est plat. L'autre va dire, je ne comprends pas, je vais tout embrouiller. C'est juste à cause de le petit ajustement qu'on a ici. OK. Fait qu'on s'en sert régulièrement. Pour toi qui, par exemple, a peut-être un appareil photo plus familial ou ce que tout le monde l'utilise, mais ce serait le fun de pouvoir l'utiliser pour le mettre directement à ta vue à toi, au moment de ton utilisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Il y a un bouton qu'on sert régulièrement sur l'appareil photo. Le bouton qu'on sert régulièrement, c'est le bouton pour visionner nos images. Ouais, Hein? c'est Le bouton play, là. Ça, c'est un bouton que je me sers lors, par exemple, si je vais faire une photo d'un groupe de personnes. La première photo que je vais prendre, je vais aller voir ce que ça donne au niveau de l'exposition. Si ma photo est surexposée, sous-exposée. Et à ce moment-là, je me dis que mes ajustements sont bons lors de la première photo. Je le constate avec l'écran arrière de mon appareil photo. Et les photos subséquentes, les photos que je vais prendre par la suite, je ne les regarde pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils vont être bien exposés. Mes ajustements de départ sont bons. Il y a un bouton aussi où on peut détruire les images. Vous connaissez ce bouton-là? On peut supprimer les images sur l'appareil photo. Ce bouton-là, je ne m'en sers jamais. Puis je vous invite à jamais vous en servir. Les photos, on va les détruire lorsqu'on va les regarder avec l'ordinateur, puis on va dire, finalement, celle-là, je ne l'aime pas. Parce que c'est difficile de pouvoir apprécier une image avec le simple écran que l'on a derrière l'appareil photo. Donc, si on peut aller transférer nos images, regarder nos images, c'est là qu'on va pouvoir prendre une décision beaucoup plus judicieuse, à savoir, je détruis ou pas cette image-là. La capacité de nos cartes mémoire nous permet de prendre bien plus que 12, 24 ou 36 photos. On est capable de monter à plusieurs centaines. Fait qu'il ne faut pas se soucier de manquer de place.
On a évidemment le bouton qui va déverrouiller le logement de la pile, hein, qui est en dessous ici. Puis on a aussi on va dire que c'est une petite porte du logement de la carte mémoire, dans ce cas ici. Voyez-vous, mon appareil photo a de la place pour mettre 2 cartes mémoire. Et peut-être qu'on pourrait finaliser avec les boutons extérieurs en parlant qu'on a différents modes de déclenchement sur l'appareil photo. Tantôt, on a pris une photo lorsque vous êtes arrivés, chers invités, où je me suis servi du retardateur de 10 secondes. On est capable de changer, par exemple, le mode pour prendre une seule photo au moment du déclenchement, ou on peut prendre des photos en mode rafale ou en mode déclencheur en retardement, avec un retardement de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 secondes. Ça va? Oui. Avez-vous des questions? Non, pas tant. C'est très clair. Ouais. C'est oui, très Ah oui, clair. oui. Ouais. Vous êtes des bons co-animateurs. Alors, c'est ce qui conclut notre volet académique pour aujourd'hui. Alors, dans ma lentille aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de vous parler de ma lentille 50 mm. Je pense que c'est une lentille qui devrait se retrouver dans tout bon sac photo de chacun des photographes parce qu'elle a beaucoup d'avantages. À travers le temps, Robert, cette lentille-là a été reconnue à cause d'une particularité bien précise. As-tu une idée, c'est quoi? Cette lentille-là se rapproche de ce que l'œil humain voit. Effectivement, tu as tout à fait raison. Lorsque, par exemple, si je te regardais actuellement, Robert, avec mes yeux, et si je mettais cette lentille-là sur mon boîtier actuellement, puis je la pointais vers toi, l'image qui est reproduite, c'est vraiment la même image que mon œil voit. Puis là, je vais vous aider à comprendre. Si, par exemple, je mets un objectif grand angle, ça veut dire que je peux voir beaucoup plus large. Si je pointe l'appareil photo sur Robert, Robert va être tout petit dans mon image parce que je vois toute la pièce. Au contraire, si je mets un téléobjectif, je vais pouvoir voir les yeux de Robert seulement, contrairement à cette lentille-là, qui est une 50 mm, qui est très représentative de ce que mes yeux voient. Qu'est-ce qu'elle a de particulier si, par exemple, vous la comparez à ma lentille 24-70 ici? Elle est pas mal plus petite. Mais Léonie, tu as totalement raison. Cette lentille-là, à cause de son gabarit qui est beaucoup plus petite, elle est capable de pouvoir se fixer sur l'appareil photo puis d'avoir un volume appareil photo et lentille qui demeure très, très bien pour pouvoir le trimballer partout avec toi. Cette lentille-là, elle a une grande particularité, contrairement au zoom, par exemple la 24-70, où j'ai qu'une bague ici à tourner. Cette lentille fixe-là, Léonie, si par exemple je veux m'approcher de mon sujet ou m'en éloigner pour avoir un plan plus large, comment je dois procéder? Comme elle est fixe, il va falloir avancer pour avoir un plan plus rapproché. Oui, m'occuper de mes jambes. Hein? C'est une belle lentille pour devenir en forme. Ces lentilles-là, on va souvent dire que c'est des lentilles qui sont lumineuses. Pourquoi elles sont lumineuses? C'est que si, par exemple, je retire les couverts, peux-tu voir comment il est grand le trou à l'intérieur? C'est un très grand trou, contrairement à cet appareil photo-là que tu sois devant toi, parce que la lentille est un peu moins lumineuse. Plus le trou entre l'entrée de la lumière puis la sortie vers le boîtier, plus ce diamètre-là est grand, plus on va dire que la lentille elle est lumineuse. Puis comment on fait pour identifier une lentille qui est lumineuse ou pas? Ça va être par sa valeur d'ouverture. Ici, on a une ouverture de 1,4. Je suis en train de remettre les couverts. Avec une ouverture de 1,4 qui est très, très près d'une ouverture parfaite qui serait, par exemple, une ouverture de 1. À 1,4, on est très, très près de ça. Plus ton chiffre d'ouverture est petit, plus on va dire que ta lentille elle est lumineuse. Donc, des 50 mm, habituellement, c'est des lentilles qui sont passablement lumineuses, donc d'une valeur d'ouverture de 2 et moins. Donc, tu peux avoir 2, 1,8, 1,4, tu peux même avoir 1,2. Mais plus ton chiffre d'ouverture est bas, plus ta lentille devient coûteuse. Parce qu'il y a une minutie du verre, il y a une qualité de verre, puis il y a une qualité d'assemblage de ta lentille. Également, qui dit grande ouverture sur une lentille va nous parler aussi de petite profondeur de champ. Dans tes mots, Sarah Maud, une profondeur de champ, c'est quoi? C'est la zone de netteté. Oui, la zone de netteté dans une image. Par exemple, si je vais prendre une photo de votre groupe, vous êtes devant moi, vous êtes 3, puis si je voudrais, par exemple, que la porte derrière toi ou que l'ensemble du filage de nos micros soit flou pour mettre juste l'accent sur vous autres, à ce moment-là, je vais prendre une grande ouverture, je vais prendre un petit chiffre d'ouverture. Petit chiffre d'ouverture égale grande ouverture pour la lentille. Fait qu'à ce moment-là, la zone de netteté, si je fais la mise au point sur vos visages, c'est vous autres qui allez être nette, puis ma porte, déjà derrière vous autres, va commencer à être floue. On va se servir de ça, par exemple, pour faire des photos de portrait. Vous savez, des photos de portrait où on veut que l'arrière-plan, l'avant-plan soit flou, mais que mon sujet soit complètement net. Donc, c'est une belle lentille pour faire du portrait.
Ça pourrait-tu aller jusqu'à faire de la macrophoto ou c'est une autre technique? En fait, certaines lentilles qui font effectivement de la 50 mm, comme les 35 mm, vont avoir l'option de pouvoir te rapprocher de ton sujet pour pouvoir faire une mise au point, sans être une lentille macro. Avec cette lentille-là, vous allez pouvoir prendre plusieurs belles photos, dont des photos de voyage, en marchant, quand on se déplace pour pouvoir choisir notre cadrage, mais aussi pour pouvoir faire des photos de vos amis, de votre famille, en mode portrait, avec un excellent rendu au niveau de la qualité du verre que l'on va pouvoir retrouver et pour pouvoir profiter de la luminosité de chacune de ces lentilles. Dans notre volet expérimentation photo-réalité cette semaine, je vous amène dans un endroit particulier. Alors bonjour chers fans de photo, aujourd'hui à notre volet expérimentation photo-réalité, je vous transporte dans un endroit qui est vraiment particulier. Je vous amène dans le cimetière Saint-Michel situé à Sherbrooke au Québec. Au moment de mon départ, le ciel, bien que nuageux, me donnait cette invitation à venir prendre des photos, mais là, sur la route, il s'est mis à pleuvoir et là, je pense qu'on va être pris avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc, je ne remets pas en question notre activité aujourd'hui, mais je vais en profiter pour prendre des photos à l'intérieur de mon véhicule. J'ai quitté le bureau aujourd'hui avec 2 lentilles, soit une 24-70 f2.8 et ma 100 mm macro 2.8. Alors, avec vous, je circule en véhicule dans le cimetière de sorte de pouvoir trouver sujet à ma photographie aujourd'hui. Alors, comme à mon habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais réviser les ajustements actuellement sur mon appareil photo. Mais tout d'abord, je vais débuter en formatant ma carte mémoire. Allons voir mon ISO. Mon ISO, je vais l'amener. Couche nuageuse aujourd'hui, bonne couche nuageuse. Il est 1h de l'après-midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter d'un ISO de 800 pour voir ce que ça me donne. On va commencer avec ça. Balance des blancs sur couche nuageuse. Ma technique, lorsqu'il y en a trop à photographier, bien, j'apporte l'appareil photo à mon visage et je vais jouer avec la longueur de focale que j'ai à ma disposition pour pouvoir faire des cadrages et m'inspirer de ces données-là pour faire ma première photo. J'ai devant moi des rangées de pierres tombales qui me mènent là comme ça jusqu'à l'extrémité du cimetière. J'ai en avant-plan un arbre qui me propose ses branches qui vont faire partie un peu de mon cadrage photographique que j'aime bien. Pour pouvoir faire ressortir cette image en exploitant l'avant-plan et l'arrière-plan qui m'est proposé ici, je vais me placer en mode priorité ouverture et je vais prendre la plus petite ouverture que je vais pouvoir utiliser en fonction de la lumière qui m'est octroyée aujourd'hui. Donc, je suis à ISO 800. Je ne vais pas descendre en bas de 1,60 ou 1,125. On va travailler avec 1,125. À 1,125, j'ai F16, ce qui est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise au point à environ 150 pieds de là où je suis, sur les pierres tombales qui sont là. Alors, la mise au point est faite. Et là, je vais maintenant recadrer, de sorte qu'avec une ouverture de F16, les branches qui sont tout juste là, à quelques mètres de moi, à quelques pieds de moi, puissent être nettes dans mon image. On a un bon vent. À F16, actuellement, j'ai 1/200 de vitesse qui devrait permettre là, d'immobiliser les branches qui sont en train de bouger. Je respecte mon ratio tiers 2 tiers. Je vais mettre la ligne d'horizon dans le tiers bas de mon image et j'y vais avec cette première photo. En regardant cette première image, je constate que, puisque j'ai beaucoup de lumière dans le ciel à cause de la couche de nuages et que le sol n'est pas très éclairé, mon image elle est sous-exposée à cause que j'ai mis 2 tiers de ciel dans mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une correction d'exposition de +1. Et je reprends ma photo. J'applique encore la mise au point, je dirais, dans le premier tiers de mon image. Et j'y vais. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Maintenant, toujours en demeurant au même endroit, puis en tournant juste légèrement vers ma droite, je peux apercevoir encore un bel érable qui a conservé encore quelques feuilles jaunes. Et je vais pouvoir le cadrer dans cette image-là avec les pierres tombales qui sont autour.
Si je conserve mon ouverture de F16 actuellement avec le cadrage que je lui propose, je vais tomber à 1/13e de vitesse. Pas bon. Je dois augmenter ma vitesse au moins à 1/100e là, pour être capable de, même 1/125e, pour être capable de contrer le mouvement dans les arbres. Et puis ça m'amène, si par exemple, avec ISO 800, je monte ma vitesse à 1/125e, je vais tomber avec une ouverture de F5. Suffisant? Probablement pas, pour l'image que je veux faire ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grimper mon ISO. Cette fois, je vais l'amener à 1600. Ce qui va me permettre de pouvoir, à 1/125, obtenir une ouverture de 7.1, qui n'est pas énorme, mais qui devrait être suffisante pour le cadrage que j'ai, parce que je n'ai pas énormément de profondeur de champ dans cette image. Je fais la mise au point, je dirais, à la fin de mon premier tiers, et je cadre mon arbre, mon érable jaune dans cette image, puisqu'il est comme mon élément principal. Je vais le mettre dans le tiers droit de mon image. Je vais m'arranger pour mettre la ligne d'horizon dans le tiers bas. Et je prends cette image. Déplaçons-nous encore. Maintenant, je vais profiter d'un couvert de feuilles jaunes qui vont servir de cadrage à ma prochaine image. Alors, je me déplace, me voilà en place. Alors, comment travailler cette image? Qu'est-ce que je vois? Je vois un arbre à droite, une première pierre tombale, et je vois d'autres, en fait, le cimetière qui se déploie derrière mon image. Je vais prendre une première photo, parce que je vais maximiser la profondeur de champ pour la réduire et ainsi obtenir juste le bouquet de l'arbre jaune, des feuilles jaunes que je vois, avec la pierre tombale qui est au-dessus. Puis je vais aller d'une ouverture de F4. Alors, mise au point sur la pierre tombale, sujet principal. Je vais réduire mon ISO. Alors, j'ai quand même une bonne vitesse d'obturation. Je vais réduire mon ISO à 400. À F4, j'ai 1/250e, c'est parfait. Prenons la photo. Je vais faire le contraire maintenant. Je vais augmenter ma profondeur de champ, on va dire de F10. Je vais booster mon ISO à 1000. Je vais voir ce que ça me donne comme vitesse. 1/100e. On y va comme ça. Mise au point cette fois, par exemple, un peu plus en arrière de cette pierre tombale-là. Je vais la mettre, par exemple, sur la deuxième rangée de pierres tombales, toujours avec le même cadrage. Je vais m'accroupir un peu. Toujours avec le même cadrage, avec le parapluie de feuilles jaunes que j'ai sur cette image. Je vais attendre qu'une feuille descende pour pouvoir la photographier également. Je vois mon image, puis je vois que je suis un petit peu surex. Je vais juste faire une petite correction d'exposition de 2/3 d'écran. Voilà. Actuellement, je me retrouve vis-à-vis d'une rangée de monuments qui a servi de muret pour retenir les feuilles. Qu'est-ce que je vois dans mon viseur? Je vois 1/400 avec une ouverture de 3.5. Ce que je vais faire, on va maximiser la profondeur de champ ici. Donc, à partir d'un ISO 1000, je vais diminuer mon ouverture, donc augmenter mon chiffre d'ouverture. Ici, j'ai F9 avec 1/100e. Je vais essayer d'être immobile puisque je n'ai pas de trépied. Ma focale est poussée à 70 mm. Je devrais être bon. Alors, je prends cette photo. Je vais me coucher dans les branches. Je reprends cette image. La pluie vient de se remettre généreusement de la partie. Je pense qu'on va terminer ici aujourd'hui notre activité de photoréalité. Ce qu'on a retenu, eh bien, il faut regarder tout le tour de nous pour pouvoir visualiser chacune des photos qu'on va pouvoir prendre. Je pense que avec un sujet aussi défini que les sujets qu'on m'octroie aujourd'hui dans un cimetière, de pouvoir jouer avec mon ouverture pour pouvoir obtenir différentes profondeurs de champ, et ça devient un atout visuellement pour lorsque je vais regarder ces images-là avec l'ordinateur,
de pouvoir prendre celle qui va susciter davantage de mon intérêt. Je constate que mon choix de venir prendre des photos ici aujourd'hui, bien, je suis un petit peu trop à la fin de l'automne. Beaucoup de feuilles ont tombé, beaucoup moins d'arbres sont porteurs de belles couleurs actuellement. Bien, je m'y reprendrai l'an prochain. Sur ce, on retourne en studio. Alors, comment vous avez trouvé ça? Ça a été le fun. Moi, avec la température qu'il faisait, j'aurais jamais pensé amener le pare-soleil sur l'appareil. À chaque fois que je baissade mon appareil photo, si cette lentille-là, elle est munie d'un pare-soleil, je le déploie toujours. Parce que, imaginez que, si par exemple, je suis sans pare-soleil, je suis en train d'enlever mon pare-soleil sur la lentille, puis je vais cogner le coin de mon pupitre ici comme ça. Ça veut dire que ma lentille prend un méchant coup dans la lentille. Tandis que si j'ai mon pare-soleil, que j'accroche mon sac photo ou le coin du pupitre, ce pare-soleil-là va m'empêcher d'abîmer l'extrémité de ma lentille. Fait que je l'utilise toujours. Puis, si jamais vous venez qu'à prendre des photos sous la pluie, puis que vous n'êtes pas muni d'un appareil photo qui est presque étanche, là, sur des gouttelettes de photo, tout ça, le boîtier, les lentilles, c'est étanche. Mais si, par exemple, vos boîtiers, vos lentilles, comme celui-là, celui que vous avez devant vous, n'est pas étanche, je vous invite à prendre, par exemple, un petit sac de plastique, puis de perforer dans le fond du sac, un trou pour y rentrer juste l'extrémité de la lentille. Il faut que tout le barillet de la lentille soit protégé par le sac, parce que là, vous rentrez par les bagues ici. Faites juste ressortir l'extrémité de la lentille, vous permettant de pouvoir prendre vos photos. Bon truc? Oui. Dans notre segment Bonne adresse cette semaine, mon ami Marc Hébert m'a fait découvrir un nouveau site web pour nous, les photographes. Je dis nouveau, je ne sais pas combien que ça fait de temps que ce site-là existe, mais c'est tout nouveau pour moi. Je vous parle du site web phototrend.fr. Phototrend est un magazine web où vous retrouverez plein d'articles pour mieux maîtriser votre appareil photo et suivre l'actualité dans le domaine. Moi, je vais être attiré par un site qui va avoir une belle facture visuelle. Une facture visuelle, c'est que lorsque je me promène à l'intérieur, là, je trouve que c'est fun. J'ai un agrément de me déplacer. Puis vous pouvez voir que chacun des onglets qui nous sont proposés, là, on est capable d'aller voir soit des nouvelles d'actualité sur la photographie ou des petits trucs là, que l'auteur de ce site-là, M. Damien, nous propose. Je vais laisser les informations de ce site-là en note d'article sur notre page. Je ne peux pas passer sous silence également que nous sommes en plein Salon de la photo à Québec actuellement. Le Salon de la photo qui est présenté par le Collège Gosselin. Le salon a lieu encore jusqu'à demain, le 1er novembre. Et si vous manquez votre coup cette fin de semaine, eh bien, soyez sans crainte, vous pouvez vous rendre à Laval les 6, 7 et 8 novembre. Vous pouvez aller sur le site salondelaphoto.ca pour obtenir davantage d'informations. Cette semaine, au microphone, nous avons une question de Carl de Compton. Bonjour Stéphane, félicitations de ton émission. Fait que moi, mon nom c'est Carl, je viens de Compton. Je voulais savoir, j'utilise un filtre polarisant présentement, puis je voulais savoir si c'est utile d'avoir un UV aussi, parce que j'ai remarqué que ça coupait beaucoup de lumière en photo de jour, mon polarisant. Alors, pour répondre à ta question, Carl, c'est quoi la différence entre un filtre UV puis un filtre polarisant? Un filtre UV, c'est le filtre que je vais te recommander pour mettre au bout de ta lentille. Ce filtre-là va pouvoir prendre les coups, va pouvoir prendre, par exemple, les grains de sable qui vont frapper ta lentille lorsque tu te retrouves à la plage pour protéger celle-ci. Un filtre, là, tu peux te procurer ça autour de 30 à 60 $ selon la qualité de ton filtre. Mais ce filtre UV-là, c'est un filtre qui est clair, qui ne sert qu'à protéger ta lentille. Le filtre polarisant, lui, a de belles fonctions, mais ce n'est pas un filtre que je te dirais que tu peux garder tout le temps sur ton appareil photo. Le filtre polarisant, lui, sa qualité, c'est de pouvoir, par exemple, lorsque tu vas le pointer vers le ciel, en tournant la bague du filtre, tu vas pouvoir rendre ton ciel un peu plus bleu. Donc, tu vas saturer tes couleurs. Puis, il va aussi te permettre d'enlever les reflets que tu vas retrouver sur l'eau. Souvent, quand on regarde sur le dessus d'un lac, sur le dessus de l'eau, on ne peut pas voir à l'intérieur de ce qui se passe dans l'eau parce qu'on a le reflet de la lumière qui rebondit sur l'eau, donc le reflet du soleil. Avec un filtre polarisant au bout de ta lentille, tu vas pouvoir tourner ton filtre pour éventuellement retirer ces reflets-là pour pouvoir voir le fond de ton lac, de ta rivière. En fait, je suis certain que vous avez déjà utilisé un filtre polarisant lorsque vous mettez vos lunettes de soleil. Je ne sais pas des filles si vous avez déjà remarqué que des lunettes de soleil, lorsque l'on regarde
les voitures, souvent, on va pouvoir voir comme des petites alvéoles. C'est ça, dans le fond, qu'on voit quand on regarde la lunette arrière de la voiture. Il y a comme des petits ronds qui se forment. Exactement. C'est que ta lunette de soleil va pouvoir, avec son filtre polarisant, retirer les reflets du ciel, ce qui va te permettre de pouvoir voir ces petites pastilles-là qui sont imbriquées dans ta lunette arrière. Le gros avantage d'un filtre polarisant, c'est qu'en enlevant les reflets de la lumière, il va pouvoir te permettre de voir les vraies couleurs. Comme par exemple, on est encore en automne, et si je pointais mon appareil photo muni d'un filtre polarisant vers un arbre, toutes les couleurs, bien les couleurs seraient encore plus riches parce que je vais soustraire le reflet du soleil, le reflet de lumière des feuilles. Les couleurs vont devenir beaucoup plus riches. Donc, finalement, ce qui devient clair, c'est que ça prend absolument un filtre UV pour protéger la lentille. Oui, effectivement. Si tu tiens absolument à t'acheter un filtre, tu vas prendre un filtre UV. Bon nombre de mes lentilles à moi n'ont pas ce filtre-là. Parce que quand j'ajoute un filtre devant ma lentille, c'est que j'ajoute un vert. Et ce qui dit vert dans une lentille va éventuellement devenir un reflet. Fait que si je pointe ma lentille vers le soleil, c'est comme si je lui donnais davantage de munitions à avoir des reflets dans ma photo. Fait que moi, je ne vais pas préconiser l'utilisation d'un filtre UV ou d'un filtre devant ma lentille, à moins que j'aille à la plage. Et vous allez voir que ma 50 mm ici, c'est la lentille que j'amène à la plage. Et on a un filtre UV ici, devant ma lentille. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ne manquez pas notre épisode du 14 novembre prochain, où, dans notre volet académique, nous discuterons des différents formats de fichiers. Dans ma lentille, je vous parlerai d'un outil important pour archiver vos images lorsque vous êtes en déplacement. Notre photoréalité nous transportera dans une école de rang construite en 1822. Vous savez, c'est quoi, les filles, une école de rang? Oui, bien, je crois que oui. Avant, il y avait pas une école publique. Admettons, c'était plus des petites écoles qu'il y avait à chaque rang, puis les enfants allaient là. Oui. Puis la particularité de ces écoles de rang-là, c'est que tous les niveaux académiques étaient dans la même classe. Donc, l'enseignant pouvait enseigner à un élève de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et c'était souvent une enseignante qui devait entretenir la bâtisse et qui s'occupait de tout, y compris l'enseignement. Qui logeait dans l'école. Oui. Et notre invité sera nul autre que M. Light Hunter, M. Zoran Dujic. Avant de nous quitter, j'aimerais prendre le temps de vous remercier sincèrement d'avoir participé à l'épisode numéro 2 de Fans de photos. Avez-vous aimé ça? Oui, vraiment. Oui, super. On en profite pour vous inviter à nos prochaines portes ouvertes qui vont avoir lieu le dimanche 7 novembre à l'École secondaire de la Montée au pavillon Saint-François. D'ailleurs, les filles, vous allez être de cet événement-là? Oui, en fait, on va être là avec les Arts de la scène. On va présenter aux parents et aux futurs élèves le programme, puis on va les informer sur les activités qu'on fait. Ça se déroule de 9h à midi. C'est déjà la fin. Je vous rappelle que les liens des sujets et les images prises lors de mon photoréalité sont tous disponibles sur la page de l'émission. Page que vous pouvez retrouver en allant sur Internet à stéphanelafrance.photo. Aussi, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions écrites ou en fichier audio, comme l'a fait notre ami Carl de Compton. Également, ne manquez pas de vous abonner sur iTunes pour recevoir automatiquement le prochain épisode dans votre baladeur ou tablette. Si vous aimez mon émission, vous pourrez même m'encourager en notant celle-ci avec le nombre d'étoiles que vous lui donnez. Vos commentaires y seront plus qu'appréciés. Alors, c'est déjà tout et j'aimerais vous souhaiter, chers fans de photos, bonne photo! Oui, bonne photo! Ici Jean-François Nollain, élève de Stéphane et son cours Déclic photographique magique. Fan de photos est une idée originale de Stéphane Lafrance, photographe, et vous proposera à toutes les 2 semaines de franchir une nouvelle étape photographique. Si vous voulez envoyer vos questions à Stéphane, que ce soit par écrit ou par fichier son, vous pourrez le faire via info@stéphanelafrance en un seul mot, .photo. info@stéphanelafrance.photo. Fan de photos est votre émission et elle s'adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur technique photographique. Partagez la bonne nouvelle.